Bonjour à tout le monde. J'espère que vous voyez mon écran. Il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. Je le disais tout à l'heure, un webinaire qui se veut enregistré parce que certains d'entre vous ne pouvaient pas être là aujourd'hui, donc ils m'ont demandé de leur fournir un replay a posteriori. Ce replay sera disponible sur demande, hein. N'hésitez pas à nous mettre un message par message dans la discussion ici ou sur LinkedIn ou par mail. Je ne manquerai pas de vous l'envoyer. Ce webinaire sera d'une durée à peu près de 30 minutes, hein. L'objectif est d'avoir une vision assez large de la transition agroécologique avec un focus Non, t'inquiète, cette c'est juste fois-ci. un webinaire que je voulais mettre. Allô? Coupez bien votre micro. Dans le chat, vous pouvez mettre des questions si vous voulez. Il n'y a aucun souci, on y répondra un peu à la fin. Un webinaire donc, qui va parler de transition agroécologique en filière et plus particulièrement des itinéraires techniques. Après avoir parlé ces derniers temps plutôt d'intégration de biosolutions ou d'organisation de filières dans leur généralité, j'ai voulu aborder aujourd'hui les itinéraires techniques parce que c'est un levier qui est souvent sous-estimé. Et par ce webinaire, j'espère vous ouvrir un petit peu une vision de l'importance que peuvent avoir ces itinéraires et comment l'aborder. On va commencer. Hop. Donc, la transition agricole, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. Vous n'écoutez pas les infos. C'est une exigence de plus en plus importante des marchés. Aujourd'hui, toute la grande distribution, même les centres s'intéressent à cette démarche agroécologique. C'est une définition qui aujourd'hui est portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Elle est demandée par la société. Elle peut parfois être mal comprise, mais en tout cas, il m'a semblé important d'aborder cette transition agroécologique au travers des démarches RSE, qui, de notre point de vue, chez Syndev, reste un levier puissant pour engager beaucoup d'acteurs autour de la table, agriculteurs, distribution politique, mais aussi consommateurs, puisqu'une démarche RSE permet de communiquer pour la plupart jusqu'aux consommateurs. Et c'est une notion de souveraineté alimentaire, souveraineté européenne. C'est une question qui revient de plus en plus ces derniers temps, vous l'avez vu. Par contre, entre ambition et réalité du terrain, parfois, il y a un écart à combler qui est assez important. Je voulais aborder d'abord les risques d'anticiper cette transition dans les filières. Je l'ai vu depuis une dizaine d'années, beaucoup de groupes, beaucoup de coopératives se sont orientés à juste raison vers le carbone, puisque c'était quand même une notion problématique avec le réchauffement climatique. Ce carbone, souvent, il a une approche plutôt centrée sur l'exploitation en elle-même et pas une culture en particulier. Donc elle était assez complexe, c'est une démarche qui est très longue, minimum 10 ans. On le voit bien, il y a 10 ans en arrière, les agriculteurs qui se sont lancés dans le carbone commencent à avoir des résultats. Ici, j'aimerais qu'on s'intéresse, nous, à une approche agroécologique qui peut se concentrer sur une culture. C'est-à-dire que les démarches qu'on peut faire peuvent se concentrer et ne concerner qu'une culture, pas forcément toute une exploitation. Le risque, c'est aussi le désengagement, ou plutôt ce qu'on a envie, c'est l'engagement des agriculteurs. C'est un levier qui est fragile parce que les agriculteurs sont, vous l'avez vu depuis 2 ans, confrontés à des difficultés financières, à une perception aujourd'hui d'un changement de pratique qui est risqué pour eux. Ça leur demande du temps, ça leur demande aussi une montée en compétences et surtout, ils demandent de la reconnaissance de leurs efforts. Donc l'adhésion des agriculteurs, c'est vraiment un risque important à prendre en compte. Comment les amener à rejoindre votre démarche RSE. Et un point souvent qui est oublié, c'est que nous sommes dans un contexte réglementaire et technique sous tension, hein. Il y a de moins en moins de produits phytosanitaires, il y a de plus en plus de restrictions. On voit aujourd'hui avec les néocotinoïdes qui reviennent dans le débat à l'Assemblée nationale et dans l'actualité. Il peut y avoir des pénuries, hein, suite à des problématiques climatiques. Et souvent, ce contexte réglementaire qui, pour nous, chez Syndev, arrivera frontalement dans 10 ans, parce qu'on est déjà dedans, souvent le contexte du remplacement des produits phytosanitaires intervient après
le carbone, alors que le carbone, c'est dans 40 ans qu'on aura les premiers résultats. Là, aujourd'hui, pour les filières, il y a un contexte réglementaire qui est sous tension et qui met en difficulté certaines filières. Les erreurs que l'on a pu constater dans les démarches filières, c'est souvent l'effet soufflé. Vous avez une filière qui est ambitieuse, vous avez envie de faire beaucoup de choses, mais vous avez un désengagement des agriculteurs au bout d'un moment, soit parce que dans les démarches commerciales, le prix revient comme le seul critère. On l'a vu ces dernières années avec l'augmentation, l'inflation, le prix est redevenu le critère important. Vous pouvez avoir aussi des erreurs à éviter au niveau de l'engagement du porteur de projet. Un porteur de projet qui est très engagé, qui s'en va, au final, la filière s'effondre. Attention à ça, il faut généralement un ensemble de personnes, une dynamique vraiment entreprise pour éviter justement qu'une filière s'essouffle. Et surtout, il y a aussi dans les pratiques, et on le verra au niveau des itinéraires, la généralisation du cas isolé. Souvent, on dit, ah tiens, tel producteur arrive à produire avec moins d'IFT, en HVE3, sans pesticides. Et oui, mais la plupart des agriculteurs n'y arrivent pas. Et vu qu'un agriculteur ne communique pas forcément sur pourquoi il réussit, eh ben, c'est difficile de faire progresser un ensemble de producteurs dans une même dynamique. Donc, construire une filière, animer une filière, c'est un investissement qui est rentable. Il faut accompagner techniquement, il faut du temps d'animation sur le terrain, il faut des outils pour relier tout le monde, il faut aussi des indicateurs, parce qu'une filière, ça nécessite de voir son évolution, sa progression, et il faut de l'expérimentation et du suivi. Les chiffres que j'annonce sont théoriques, mais dans les filières qu'on accompagne, on a entre 1 500 et 2 000 euros par agriculteur et par an, par groupe. Non pas à l'intention de Syndev, mais je dirais qu'il faut prendre en compte que le coût d'une démarche filière par an, c'est ça pour une entreprise qui veut porter sa démarche RSE. Les bénéfices, ils sont plus larges, ils sont souvent sous-estimés, mais c'est d'abord et avant tout la sécurisation de l'approvisionnement. Si vous avez une bonne filière, vous pouvez quasiment faire face à tous les aléas climatiques. On l'a vu avec l'augmentation des coûts, l'inflation. Ceux qui avaient des filières bien engagées, bien introduites, ont pu atténuer les augmentations. Il faut fédérer, ça permet de maîtriser les coûts, de renforcer la durabilité et surtout de valoriser. Au travers de ce webinaire, j'ai souhaité faire un point sur l'itinéraire technique. Pour moi, c'est vraiment le socle de la transition agricole. Un itinéraire technique, c'est ce qui fait le lien entre votre objectif de filière et la réalité du terrain. Je dirais que tout industriel qui se lance dans sa propre marque en industrie a un cahier des charges, a des indications de fabrication, il peut faire des contrôles qualité. Et en agriculture, l'itinéraire technique, souvent, il est un petit peu délaissé. Il est souvent laissé à l'appréciation individuelle, on laisse l'agriculteur faire, il est mal documenté, on le verra, et souvent il est évalué trop tard. Cet itinéraire, il ne doit pas être laissé au hasard, encore plus aujourd'hui avec les contraintes réglementaires, les évolutions techniques, et tous les facteurs externes qui sont le changement climatique, les différents bassins de production. Souvent, j'entends les responsables filières indiquer l'itinéraire technique, c'est chacun a le sien, on ne veut pas interagir avec l'agriculteur, il est libre de faire ce qu'il veut. Oui, peut-être, mais attention, laisser l'agriculteur trop seul dans ses choix techniques, c'est prendre un risque de non-conformité. J'ai multiples exemples de clients qui, un nouveau producteur pas accompagné, a fait un petit peu ce qu'il voulait et au final, les produits n'ont pas pu être valorisés. Donc attention à ces non-conformités, surtout dans le cadre d'un cahier des charges strict où vous avez votre crédibilité, votre image de marque qui est derrière. Le risque aussi, c'est de générer un stress et de la solitude de la part de l'agriculteur. J'ai souvent vu des agriculteurs nous dire nous, on nous demande de faire ça, mais on ne sait pas comment faire. Oui, ça arrive souvent que l'itinéraire technique, en fait, ne soit peut-être pas laissé au hasard, mais soit laissé à l'appréciation de l'agriculteur. Et alors que lui souhaiterait être guidé, être soutenu, être outillé avec des ressources internes, c'est-à-dire comment font les autres, les retours d'expérience. Et il aimerait aussi avoir des propositions concrètes de choses qu'il a le droit de faire, de comment les mettre en œuvre. Surtout qu'aujourd'hui, les itinéraires classiques deviennent obsolètes. Alors, beaucoup diront non, on a encore besoin de phyto. Oui, il y a encore des produits phyto et heureusement. Mais souvent, les cahiers des charges sont ambitieux. Ils veulent résoudre des problématiques, ils veulent être bas carbone, ils veulent privilégier l'utilisation d'alternatives. Mais souvent, ces cahiers de ressources sont pas dynamiques. Ces cahiers des charges sont pas dynamiques. Les produits, les leviers, les pratiques sont validés, mais sont pas forcément communiqués ou expliqués. Vous avez des combinaisons de solutions.
qui doivent être recommandés et non pas uniquement des produits. Souvent, on a des listes positives. Dans certaines filières, vous avez une liste positive, noire, gris, verte, à le droit de les utiliser. Très bien, mais l'agriculteur attend surtout des combinaisons et d'intégrer les biosolutions, il n'est pas réfractaire à ça. Donc, bien sûr, les itinéraires doivent être accompagnés de ressources. Toutes les expérimentations et les retours d'usage doivent être documentés et disponibles pour les agriculteurs. Vous devez pouvoir apporter une analyse multicritère et une construction collaborative parce que c'est avec les producteurs qu'on permet d'avancer. Il faut surtout pouvoir évaluer ces itinéraires techniques, les ajuster, les faire progresser. On sait très bien qu'en agriculture, un itinéraire n'est jamais le même chaque année. Pourtant, il y a quand même des choses qui sont similaires. Il y a des tendances de fond. Donc, il faut pouvoir suivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la traçabilité qui vous est souvent communiquée est une traçabilité réglementaire. Souvent, il y a uniquement les produits phyto qui sont renseignés. L'autre jour, on faisait une analyse, nous, avec un de nos clients. L'agriculteur avait mis tous ses traitements à 10 heures le matin. On sait que dans la réalité des choses, c'est pas ce qu'il fait. Il n'y avait que les produits phyto renseignés, alors que les agriculteurs utilisent aussi des adjuvants, ils utilisent aussi des techniques de culture, des leviers agronomiques, du variétal, ils utilisent aussi des biostimulants. Donc, souvent, le problématique de l'évaluation des terres techniques est rendu impossible parce que la donnée, elle est fausse, elle est erronée ou elle est peu précise. Alors que la qualité de la donnée, et on le voit avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui, elle est essentielle. Elle vous permet de sécuriser et d'évaluer la performance d'une filière, d'ajuster, de contextualiser. Ah tiens, cette année, comme l'année dernière, il y a eu beaucoup d'IFT dans nos itinéraires. Bah oui, mais en, en contextualisant les données, on se rend compte que c'était une année très risquée. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup d'IFT. Et on voit beaucoup d'environnement score ou de Nutri-Score qui veulent analyser les IFT. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas de contextualisation. Donc il faut être capable de vous-même de générer vos propres indicateurs, de les analyser, de les faire évoluer. Ça vous permet d'organiser, en organisant cette donnée, de la structurer, de voir de la projection, d'observer les pratiques, d'observer ce que font vos agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a des agriculteurs qui évoluent très vite et il y a d'autres qui sont en difficulté. Et c'est souvent vers cela qu'il faut insister sur l'accompagnement. L'analyse des résultats aussi, elle est pertinente parce qu'elle vous génère des données analytiques qui vous permettent de valoriser votre démarche. Et depuis 2024, la loi vous oblige de plus en plus à justifier les démarches environnementales, les démarches RSE que vous faites. Donc la transition, elle ne doit pas se faire seule, ou elle ne peut pas se faire seule. Nous, chez Syndev, on a voulu accompagner les filières RSE dans cette conception, cette mise en œuvre d'itinéraires techniques innovants. Comment on peut répondre aux interrogations et aux questions que j'ai posées juste avant? Et bien, tout d'abord, en regardant la faisabilité agronomique et technique d'une filière. Souvent, on pose les ambitions d'une filière sans pesticides, d'une filière avec moins de produits CMR, plus de carbone, plus de non-travail du sol, mais est-ce que franchement, c'est vraiment possible? Dans toutes les cultures, aujourd'hui, plus on va vers des cultures légumières, plus il est difficile d'aller rapidement à des objectifs. Donc nous, on est là pour vous aider dans un diagnostic à faire un état des lieux complet d'une filière. Regardez les freins techniques, réglementaires, organisationnels, co-construire avec vous des objectifs prioritaires et définir une feuille de route. On permet juste de prendre de la hauteur sur la partie agronomique. Quand vous voulez remplacer, il y a 6 ans en arrière, on voulait remplacer le mancozeb. Bah, au début, il n'y a pas de produit qui se remplace trait pour trait. Il faut aller chercher des combinaisons. Il faut aller chercher des solutions innovantes qui ne sont peut-être pas encore arrivées jusqu'à l'agriculteur. Il faut faire des preuves de concept. Avec la suppression depuis quelques années des néocotinoïdes sur certaines filières, on a ce diagnostic qui est nécessaire. Il faut aussi déployer sur le terrain et accompagner vos agriculteurs. Alors, il est très difficile de mettre un conseiller agronomique derrière chaque agriculteur. Certains d'entre vous, certaines filières, travaillent avec des coopératives ou des négociants pour appuyer ce service de suivi, mais les itinéraires techniques sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de cahiers des charges. Il est assez fréquent qu'un agriculteur ait plusieurs cahiers des charges. Donc, comment il peut faire la différence entre un tel ou un tel? Donc, nous, on a créé un outil qui s'appelle Synapse Agro qui permet de donner l'accès à toutes les informations que vous souhaitez à vos agriculteurs, de suivre les applications, la traçabilité, la météo, comme tout outil, et de guider l'agriculteur et son conseiller dans la durée. Et surtout,
de permettre le déploiement et la structuration et la montée en compétences de vos agriculteurs. C'est simple, l'outil, il n'est pas là pour faire le travail d'un conseiller, il est là pour accompagner, pour développer spécifiquement des choses pour une filière. Je vois pour une filière colza, on a intégré un modèle qui permet d'appliquer précisément un produit de biocontrôle, alors que tous les modèles de sclérotinia étaient basés sur des produits phytosanitaires. Donc on est capable de faire des choses nouvelles. On est surtout là pour transposer un cahier des charges en un cahier de ressources. C'est-à-dire c'est au lieu de contraindre, on va plutôt inciter. Et bien sûr, de fournir un accès sécurisé, parce qu'un agriculteur qui travaille pour vous dans une filière, les données qui lui sont données sont confidentielles. Et elles sont limitées dans le temps, ce qui vous permet, si vous changez d'agriculteur, de ne plus rendre accès à ces données. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est de pouvoir suivre et piloter et de générer vos propres indicateurs. Je vous disais tout à l'heure, la traçabilité actuelle réglementaire, elle est faite par de multiples outils. Elle est souvent impropre, de mauvaise qualité. L'objectif ici, c'est de fournir des indicateurs, de collecter les données sur le terrain. L'agriculteur, il enregistre ce qu'il applique au travers de notre outil, en lien avec votre cahier de ressources. Si vous lui dites de mettre tel mélange de produits, il va le mettre. On va contextualiser l'utilisation des produits. Ça va être remonté. On va pouvoir voir l'évolution, les blocages, les progrès à l'échelle de l'agriculteur, mais aussi de la filière. L'objectif, c'est de faciliter l'engagement, de faire des preuves et de présenter des résultats à l'agriculteur pour qu'il se sente vraiment accompagné et qu'il puisse visualiser les progrès qu'il fait. On a aussi associé à ces outils des indicateurs qui sont des indicateurs de préservation de la biodiversité. Est-ce que mes pratiques culturales ou celles de ma filière préservent la biodiversité? Est-ce que, et ça intéresse beaucoup les agriculteurs, est-ce que mon itinéraire est performant techniquement? Alors, il y a plein de données qu'on capte. Est-ce qu'il y a des indicateurs aussi de transition agroécologique, vous allez le voir, qui permettent de voir si l'agriculteur est dans une dynamique de changement ou est-ce qu'il reste chaque année dans des traditions? Et dans ce cas-là, il faut insister auprès de lui. Et un indicateur que l'on travaille, qui est aussi un indicateur d'impact environnemental, c'est bien d'avoir une démarche carbone, mais est-ce que mon impact environnemental est réduit ou est-ce qu'il réduit au fur et à mesure des années? C'est important de pouvoir le mesurer. Je me permets de vous présenter des résultats qui sont faits justement sur une filière bas carbone, où aujourd'hui on peut visualiser par exemple sur une dizaine de producteurs. En vert, c'est exactement des bonnes pratiques, en vert clair, des moins bonnes pratiques, en orange, des pratiques qui sont à améliorer, et en rouge, des pratiques qui peuvent potentiellement être mauvaises. Quand on est dans du bas carbone, oui, la préservation de la biodiversité, forcément, les agriculteurs sont bons. Souvent, ce sont des agriculteurs qui sont techniques. Est-ce qu'ils sont pour autant engagés dans une démarche de transition, c'est-à-dire d'utiliser de moins en moins de phyto? Ce n'est pas toujours vrai. Ces indicateurs, l'agriculteur peut les retrouver lui-même dans une analyse qu'on leur fournit et qui lui permet de voir un petit peu ses axes de progrès, parce qu'il faut que vous l'accompagniez à progresser. Ici, on voit très bien qu'il y a un groupe d'agriculteurs qui traînent un peu dans la biodiversité, dans la performance produit, ça se retrouve indirectement dans la transition. Si on va regarder plus loin ce groupe d'agriculteurs, on peut aller regarder l'impact environnemental de leurs pratiques. Alors, quand on parle de leurs pratiques, c'est surtout la typologie des produits qu'ils utilisent. Et pour ça, on a sorti un indicateur qui s'appelle l'indicateur écotoxicologique, qui se base sur différents travaux d'université, où en fait, on va regarder l'impact sur l'applicateur. On voit quand même que les produits, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits pour le consommateur. Il y a de moins en moins de produits qui sont néfastes pour le consommateur. Il y a de plus en plus de produits, par contre, il y a encore des produits, qui restent très impactants pour l'applicateur et le voisinage. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Par contre, au niveau de l'indicateurs environnementaux, on a des indices qui sont potentiellement encourageants sur les agriculteurs qui sont les plus performants pour la biodiversité et pour les techniques. Donc, vous voyez, ces indicateurs, ils vous permettent quoi? D'amener une visibilité globale de vos pratiques culturelles au travers des itinéraires, d'accompagner et d'ancrer durablement une filière agroécologique dans la transition. Je le rappelle, fédérer un groupe, c'est important. Il faut mobiliser vos équipes, donner du sens au travail qu'ils font. Donc, des indicateurs, ça leur permet aussi de voir que tous les efforts qu'ils mettent chaque année à aller voir les agriculteurs, à les suivre, à les conseiller, à être en veille constante, ça donne des résultats. Il faut que vous proposiez aux personnes qui sont intégrées dans votre filière des outils. Il y a plein d'outils aujourd'hui disponibles, mais est-ce qu'il y a vraiment des outils agronomiques? Je ne crois pas.
il faut créer une dynamique, c'est-à-dire que la démonstration, c'est souvent la preuve que ça fonctionne. Vous avez tous entendu dire par des agriculteurs, moi je ne crois que ce que je vois. Et ben voilà, il faut aller montrer, si vous ne pouvez pas le montrer sur le terrain, il faut le montrer par des indicateurs. Et il faut soutenir ces filières. J'ai voulu que ce temps soit assez dynamique, je suis sûr peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que les filières RSE telles que vous voulez les porter, cette transition agroécologique, elle allie vision et méthode et outils pour que justement les producteurs vous suivent et aillent plus loin avec vous dans cette démarche-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il y a dans la conversation, il y a des questions. Alors, je pourrais vous envoyer la présentation derrière, oui, par mail. N'hésitez pas à poser des questions. C'est jamais facile. Pas de questions. J'ai voulu que ce soit rapide. Je ne voulais pas non plus expédier la présentation. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes directeur d'un groupe agroalimentaire ou vous portez une filière RSE. N'hésitez pas à partager votre retour. Petite question, étant donné qu'on croit que ce qu'on voit, quelles sont les filières qui fonctionnent déjà avec Syndeb ou avec qui vous avez déjà démarré, s'il vous plaît? Alors, on accompagne aujourd'hui des filières pommes de terre, des filières oignons, des filières colza. On a commencé avec un négociant et une filière colza et céréales. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur ces filières-là. Il y a toujours un travail amont, en fait. Le diagnostic est prépondérant au démarrage d'une filière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir n'importe comment et dans n'importe quel sens. Mais on peut travailler sur des cultures. On est souvent plus consulté pour des cultures légumières. Et sur le légume, vous n'êtes pas approché par des distributeurs ou autres qui vous questionneraient pour les aider à accélérer leur démarche agroécologique ou RSE vis-à-vis de leurs partenaires producteurs? Alors, on a été démarché par certains groupes agroalimentaires de fruits et légumes. Pour l'instant, on est plutôt sur les cultures plein champ. D'accord. On travaille à offrir un service sur les cultures sous serre. Après, sous serre, ça implique que d'autres. On est consulté pour la partie diagnostic sous serre, mais on n'a pas encore déployé à grande échelle parce que c'est plus complexe. Le type de serre, c'est des tunnels dentés, des serveurs, des choses comme ça. On a été consulté pas mal par des producteurs, par contre, qui viennent nous voir en direct, mais on n'a pas la capacité, nous, à accompagner chaque producteur tout seul pour des productions de concombres, des productions de salades. Donc, on peut leur amener un conseil temporaire, je dirais, sur quels sont les nouveaux produits qui sont homologués sur l'oïdium, par exemple, quels sont les nouveaux produits qui permettent de gérer, ou les combinaisons qui permettent de gérer le TRIPS. Donc ça, on leur apporte des réponses, mais on n'est pas encore dans une approche filière. Et pas d'enseigne de distribution non plus qui serait intéressée parce moi qui suis dans le fruits et légumes, plus particulièrement dans le légume aussi, on a pas mal d'enseignes qui des fois s'associent avec ce genre de société pour nous proposer des solutions miracles ou proposer aux producteurs des choses qui heureusement, je l'espère, fonctionnent, mais des fois c'est un peu elles qui veulent nous emmener les producteurs là où voilà. Alors, Ce genre de démarche, quoi. Voilà, c'est pas. non, mais je comprends bien. Alors, par le passé, j'ai pu le faire. Aujourd'hui, la grande distribution, on sait que le groupe Intermarché ou le groupe Système U ont connaissance de notre outil et de nos diagnostics, puisqu'on a nos clients qui travaillent avec eux, en pommes de terre et en oignons. Mais pour l'instant, nous, notre souhait, c'est d'accompagner les producteurs au plus près. Donc, c'est souvent les groupes agroalimentaires avec qui on travaille. Vous avez un témoignage dans la presse en ce moment du groupe Mandar et de l'entreprise Valprime qui, justement, évoque le déploiement de notre outil. Ils s'en servent. En tout cas, capter des données, les analyser est un outil qui permet d'être crédible auprès des acheteurs de grande distribution. Ça, c'est certain. Parce que ça vous permet de démontrer par des chiffres les démarches de progrès que vous engagez.
Et j'ai pas évoqué les IFT, les choses comme ça, mais ça, c'est les IFT, c'est des indicateurs qui sont du passé. Un IFT ne veut pas dire grand-chose. Tout à fait. Mais surtout, là, notre ambition, nous, c'est de se dire qu'un groupe agroalimentaire doit maîtriser ses intrants dans les produits qu'ils achètent, très en amont. Ne pas laisser l'agriculteur seul dans ses choix, c'est sécuriser sa filière. Et donc lui donner au travers d'un cahier de ressources les produits dont vous connaissez la toxicologie ou l'impact, les bonnes combinaisons. C'est déjà, les agriculteurs sont plus sereins à aller dans des démarches. D'autres questions peut-être? Au niveau de la disponibilité des produits que l'on est susceptible de recommander, donc biostimulants ou biocontrôle, Ouais. au niveau de la fourniture de ces produits, il y a un réseau de distribution auquel il faut se référer certainement. Oui, alors j'ai cru reconnaître la voix de Michel. Oui. Oui, Michel. Oui, alors nous, on a fait le choix d'être indépendant de la vente, c'est-à-dire que même si on échange et on travaille avec les porteurs d'innovation, c'est-à-dire ceux qui portent les solutions de biosolutions, biocontrôle, biostimulants, des choses comme ça, il faut toujours se relier à la distribution classique pour avoir acheté ces produits-là. Donc nous, on ne vend pas de produits. Par contre, on a intégré dans les filières qu'on accompagne la notion de distributeur et de coopérative. C'est-à-dire que dans l'outil, par exemple, l'agriculteur se relie au catalogue. Nous, je vois sur le Maine-et-Loire, on est avec la CAPL, il se relie au catalogue de la CAPL. Et donc, dans l'algorithmie et tous les indicateurs, l'outil travaille majoritairement sur les produits du catalogue. Mais on s'efforce de donner de la visibilité à toutes les solutions qui existent. On a une base de données qui a dépassé 5000 produits, plus de 17 000 usages, donc on peut toucher n'importe quelle culture. Maintenant, je reviens à la question tout à l'heure, c'est vrai qu'on est prioritairement aujourd'hui sur pommes de terre, oignons, blé, colza, parce qu'on a des clients sur ces cultures-là. Rien ne nous empêche d'aller travailler le quinoa demain ou le chanvre, on nous a consulté pour du chanvre. Oui, Nkoum, c'est comme ça qu'on dit? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est depuis le Cameroun. Je suis au ministère de l'Agriculture. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous nous proposez comme alternative quand les politiques publiques, en fait, ne favorisent pas l'extension de l'agriculture écologique? Quelles sont les alternatives que nous, en fait, en tant que volontaires, enfin, en tant que des personnes qui avons des initiatives, qui voulons converger vers l'agriculture écologique? Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, c'est de savoir juste, est-ce qu'on pourra avoir le matériel de présentation par email? Parce que Oui, ça je vous enverrai par email, il n'y a pas de souci. Alors, on a cette question. On a une question souvent dans les pays étrangers. Alors, pour l'instant, Syndev est principalement présent en France, bientôt en Belgique et au Maroc. La notion de développement de filière se développe aussi à l'étranger, justement pour répondre à ce manque de labellisation d'agriculture biologique. Et souvent, d'ailleurs, les labels sont plus ils impactent plus la transition, ils vont plus vite dans la transition des agriculteurs que le label agriculture biologique, parce que c'est plus simple d'accompagner progressivement. Pour le Cameroun, je ne sais pas particulièrement quelles sont les démarches, mais vous avez tout intérêt à lancer votre propre démarche qui pourra prendre en compte les spécificités de vos cultures aussi. Une culture de pommes de terre en Europe n'a pas les mêmes exigences qu'une culture au Cameroun. Donc il faut que vous puissiez transposer votre savoir-faire dans un cahier des charges, un cahier de ressources spécifique, et que vous pourriez faire labelliser a posteriori. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Est-ce que d'autres questions viennent En tout cas, voilà, c'était une première... J'espère que ça vous a donné plein de questions. En tout cas, n'hésitez pas de façon confidentielle à nous contacter. On pourra toujours essayer de s'adapter aux cultures que vous faites.
il n'y a pas de limite, il y a toujours plein de solutions. Il y a des filières qui sont, comme celle de l'oignon, assez orphelines, c'est-à-dire que quand on fait le prorata produits phytosanitaires, biosolutions, il n'y a pas beaucoup de biosolutions, mais il y a d'autres cultures, et beaucoup de cultures légumières où les biosolutions sont omniprésentes, parce que vous avez de nombreux acteurs qui, historiquement, sont sur le marché-là, et sur ces cultures-là, l'approche combinatoire est souvent plus facile à mettre en œuvre que sur des cultures historiques comme la betterave, où l'ancrage produit phytosanitaire est encore très présent. Voilà, très bien. Oui, ok, merci pour la réponse. Merci beaucoup. Mais de rien. De rien. Très bien, écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un message ou à me mettre vos coordonnées pour poursuivre la discussion. Merci, à très bientôt. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci, Damien. Merci.